Donc, je vais vous présenter deux ouvrages d'art de pont, un à Nantes, qui est tout proche, et puis un autre à Boulogne, avant de redire deux mots rapidement sur la gare des tramways de Nice. Et tout ce qu'a dit Alain sur le territoire niçois est effectivement une bonne introduction dans la mesure où on pourra aller directement à l'essentiel. On parle de mobilité, donc on parle de trajets, de pôles multimodal, de nœuds, de grands tracés. On comprend que c'est tout à fait fondamental. Et là, je vous propose de faire un focus sur la manière dont on peut les dessiner, les construire, assurer leur présence physique dans leur territoire, et puis comment on les pratique. Là aussi, d'un point de vue physique, spatialement, corporellement, comment on passe un pont, qu'est-ce qui se passe, et comment ces ouvrages deviennent de l'architecture ou constituent la ville en rapport avec le contexte qui les entoure. Donc le pont Éric Tabarly, Marcel Smets, ce matin, vous a décrit l'intérêt de cet ouvrage et l'importance qu'il avait pour pouvoir donc irriguer l'île de Nantes et pouvoir créer de nouvelles centralités. Donc il parle de Malakoff. On est dans un quartier ici qui est tout à fait étonnant. Donc, je suis venu pour le concours. On est très proche du centre-ville. En même temps, on a un paysage qui est un peu rustique, un peu rugueux peut-être, mais qui est très beau. On est dans un urbanisme dit des grands ensembles, hein, c'est-à-dire qu'on a des grands bâtiments comme ça qui se posent dans un site très horizontal. L'horizontalité de la Loire, évidemment, étant importante, ce grand vide qui traverse les espaces, et c'est ponctué par des tours d'habitation ou des bars. Et cette qualité de vie nous a beaucoup impressionnés, et on a voulu que le pont entre en résonance avec, voilà, je commence à m'habituer au pointage, avec ce paysage-là. Alors le pont, il fait 27 mètres de large, parce qu'il prend des transports en site propre, des autos, des piétons et des cyclistes. 27 mètres de large, donc c'est un ouvrage important. Il fait 210 mètres de long. Donc son tablier est structuré de façon habituelle, mais comme une sorte de rue suspendue sur la Loire. Donc là, la première décision qu'on a prise, qui était très pragmatique, très simple, venait de l'observation qu'on a pu avoir des ponts de Nantes sur le fait que lorsque les structures sont en dessous, pour pouvoir assumer le gabarit, ici de passage, le vide d'air nécessaire au passage des bateaux, ils sont très bombés. Vous avez, et notamment celui qui est tout proche de l'école d'archi ici, vous avez des ponts très bombés et qui vous empêchent de voir l'autre rive, avec des problèmes de raccordement, mais ils sont plutôt annexes. Mais c'est qu'il y a finalement une sorte de rupture urbaine, on n'a pas cette continuité qu'on souhaitait avoir à cet endroit-là. Donc c'est un pont qui a une structure par en dessus. Hein, on voit bien qu'à partir du moment où on a une structure par en dessus, on a un tablier le plus plat possible, et il permet de relier visuellement les deux villes, et donc d'avoir vraiment cette sensation de rue suspendue. Le deuxième point, c'est que comment définir cette structure au-dessus? On l'a définie avec un mât central, une structure aubanée, et vous voyez que le mât correspond à la hauteur des tours qui sont à côté. Donc on a voulu faire entrer en résonance le pont avec les tours d'habitation, leur donner une autre qualité, qui est un dialogue entre les deux, et ponctué par des verticales, cette grande horizontale du paysage urbain à cet endroit-là. C'est aussi une manière d'annoncer l'estuaire. Nantes est une ville d'estuaire, puisque c'est typiquement un pont d'estuaire. Alors, ouais, l'image est un peu... Je vais vous la commenter parce qu'elle est un peu passée là. Ce que je voulais dire avec ça, le mât est là, ici. On le devine à peine, mais voilà, le tablier, la pile de pont, c'est que quand on dessine des ouvrages d'art, il y a un certain nombre de considérations physiques qui entrent en jeu, qui le dessinent et qui sont très importantes. Notamment le sous-sol. Si on a un mât central qui est vertical comme ça sur cet ouvrage, c'est parce que le sous-sol est mauvais et qu'il faut faire descendre des charges verticalement. Donc j'aime cette idée que le sous-sol, que ce qui n'est pas vu, dessine pour partie l'ouvrage. Le deuxième point, vous avez une coupe. Là, c'est donc, vous voyez la très grande largeur de l'ouvrage, sa très faible hauteur. C'est un calcul qui a été fait vraiment au maximum de calculs possibles aujourd'hui avec la résistance des aciers, un haubanage central. Et donc on a l'effet dont je vous parlais, ce qu'on souhaitait d'un tablier suspendu, d'une rue suspendue. Alors un petit détail, voilà, le principe des haubans qui viennent s'accrocher pour éviter d'avoir tout le dispositif assez laid lorsqu'on est à échelle d'un piéton. Une petite anecdote, ce vide central là, qui est là, qui est censé amener de la lumière au-dessous sur les promenades des rives,
Lorsqu'on a fait les essais en soufflerie, parce que c'est un pont dit souple, c'est-à-dire qu'il faut voir comment il se comporte au vent, ben, il s'est révélé, au départ il avait une intention architecturale uniquement, il s'est révélé essentiel dans la mesure où si ce vide n'existait pas, le tablier est tellement fin qu'aux effets au vent, il aurait vibré, alors que là, comme un aileron de Formule 1, si vous voulez, alors que là, cette grande fente lui a permis de rester avec un tablier à 1,60 m de haut. Voilà l'ouvrage dans son site, hein, on voit ce calage, on voit comment il vient ponctuer le réseau de tours qui est à côté. Là, une autre vue aussi de cette lame très très fine qui traverse la Loire. Alors, le mât, et là c'est le projet de FGP, de Philippe, on voit que le fait d'avoir un mât permet aussi de signaler la présence de la Loire dans la ville, même si on ne la voit pas, ce qui est un élément important. Et on voit d'ailleurs, hein, on voit bien là, le dispositif des tours. D'ailleurs, votre bâtiment fait à peu près une cinquantaine de mètres haut aussi, hein, Philippe. Donc on est à peu près dans ces horizons-là, 57 mètres, 50 mètres, donc cette espèce de skyline en haut. Alors, quand on traverse physiquement un pont, bon, en voiture, on est sur une voie, on sent qu'on traverse un pont, mais comme piéton, c'est tout à fait notre histoire. On a mis les trottoirs en rive, en belvédère, et le haubanage central permet aussi de mettre à distance tous les efforts. Celui-là prend à peu près 10 000 tonnes de hauban, donc il y a des efforts considérables. De les mettre à distance et de pouvoir les rendre aimables d'une certaine manière. Donc voilà, le garde-corps très transparent, on est complètement en belvédère sur la Loire, sur un des rares espaces réellement naturels qu'on a en ville. La Loire, elle n'est pas domestiquée, elle est là, elle a vraiment la puissance de la nature. Voilà une autre image de cette mise à distance de ce haubanage central qui du coup dégage les vues en latéral de façon parfaite. Ces ancrages qui ont été dessinés aussi, puisque quand on fait un ouvrage urbain comme ça, il faut porter attention à tout. Hein. Habituellement, il y a des ressorts, des amortisseurs, donc tout ce capotage et les ancrages ont été dessinés pour minimiser la sensation d'effort et que ça devienne quelque chose d'assez graphique. La balade qu'on peut avoir sur les berges qui commence à être ménagée, ça c'est un projet d'Alexandre Chemetov qui nous fait passer sur le pont, nous a incité aussi à travailler la sous-face, donc avec la fente centrale et puis ce grand déploiement de l'ouvrage sur la Loire. Alors la nuit, seul le pont est éclairé et on a porté une attention particulière, ça tient à ces détails-là, pour qu'il n'y ait pas de lampadaire ou de luminaire type routier ou autoroutier, en incluant dans les haubans, c'est un petit détail, mais les éclairages, ce qui fait qu'on garde les deux directions fondamentales du site, l'horizontale et la verticale, de façon parfaitement pure. Et la nuit, l'éclairage renforce. Le pont est très peu éclairé. On a décidé de ne pas éclairer les berges, ou très peu, pour garder le signal essentiel, qui est le mât, qui est comme une lance, un signal planté dans la Loire. Alors, le deuxième pont, qui est un pont urbain, mais encore plus complexe du point de vue de l'intégration urbaine que celui de Nantes, c'est celui dit de l'Ille-Seguin, donc sur les anciens. Ici, vous avez les anciens Lille-Seguin, les anciennes usines Renault, tout le quartier qui est en recomposition, qui est déjà bâti pour beaucoup aussi. Ça, c'était le projet de Dominique Perrault qui est là. On a donc, dans le prolongement du cours Seguin, on avait un ouvrage à concevoir qui devait arriver sur l'île. Donc la difficulté ou la particularité de cet ouvrage, si ça marche, voilà, c'est qu'il avait pour partie sur une centaine de mètres un franchissement à faire de la Seine, mais il atterrissait puisqu'il y a une voie sur berge ici qui obligeait le pont à passer au-dessus, donc il y avait un pont, un autopont, qu'on pourrait l'appeler comme ça, une partie du pont qui devait partir du cours Seguin et donc s'élever progressivement jusqu'à l'île. Voilà le cours Seguin, la partie de l'île Seguin. Le projet est en train de bouger, hein, Jean Nouvel est en train de travailler dessus. Michel Desvignes a fait un jardin provisoire ici, mais le principe n'a pas changé. Vous avez ici un espace public avec la partie du pont qui décolle, qui passe de 0 ici à 4,50 m à peu près par là, et puis la partie du franchissement proprement dit de la Seine. Donc ce qu'on a proposé au moment du concours, on avait un pont à peu près de 15 mètres de large. Ce qu'on a proposé au moment du concours régulier avec donc automobiles, cyclistes et piétons. Ce qu'on a proposé, c'est d'affiner l'ouvrage sur la partie la place du cours Seguin et de le déployer
sur la Seine à une vingtaine de mètres. C'est-à-dire de dire on est en franchissement et ensuite on se pose au-dessus de l'eau et on peut créer d'autres espaces au-dessus de l'eau en connectant, les parties marron étant grosso modo les parties piétonnes, en connectant donc sur la partie urbaine ici et puis sur les berges ici. Donc le pont s'est défini assez rapidement, bon, en tous les cas on l'a voulu comme tel, comme une lame tendue la plus fine possible entre le sol de la ville et le sol de l'île Seguin qui est 4,50 m ou 5 mètres, je ne me souviens plus très bien, plus haut. Alors le problème de ces ouvrages-là, et on en voit souvent, notamment à Paris avec tous les décollements entre guillemets des métros, c'est que comme ce n'est pas utilisable jusqu'à 3 mètres, vous avez les 30 ou 40 premiers mètres qui sont des culées fermées, qui ne sont pas transparentes, qui sont de véritables obstacles dans la ville. Donc là, on a rusé, puisqu'il y a un parking dessous qui devait se réaliser, qui s'est réalisé d'ailleurs, en créant sous l'ouvrage, ici, l'image est mauvaise, mais vous la verrez un peu mieux en image réalisée, en créant les accès du parking dessous, ce qui nous a permis de libérer toute cette partie-là, de ne pas avoir un espace sinistre ou fermé, et donc d'avoir vraiment cette image d'une ligne la plus tendue possible qui se jette d'un coup sur la Seine. Donc la structure est un peu similaire à celle du pont de Nantes, du pont Tabarly, un caisson central et puis un système de plumes qui porte les parties plus légères de l'ouvrage. Donc sur la Seine, ça donne ça. À terre, on n'a plus que le caisson. Et sur la coupe même du... Alors cet ouvrage s'est défini, sa particularité marche beaucoup en coupe. Vous avez donc le caisson central ici qui porte la voie, hein, les charges maximales, et puis ensuite ici un vaste trottoir qui est mixte. Les cyclistes ne sont pas déterminés, ils peuvent rouler soit ici, qui est plutôt piéton. Voilà. Donc si vous gardez en tête ici ce caisson, on se rend compte que lorsque la charge, là c'était quand il arrivait sur l'île, lorsque la charge augmente, le caisson doit augmenter pour prendre les efforts. Il y a près de 8000 tonnes à l'appui. Donc le caisson ici qui était plat, hein, c'était comme ça avec la coupe plane, il grossit et il permet de distinguer donc un plateau haut, ici avec une promenade haute, des gradins et puis une promenade basse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une horizontale, on a parlé du vide sur le pont de Nantes comme étant l'échelle de l'ouvrage, ici c'est aussi vrai, c'est-à-dire qu'on a une grande horizontale parfaite, ici la hauteur du garde-corps étant la hauteur du plateau, qui permet d'avoir la sensation physique d'être suspendu au-dessus de la Seine. Alors ça donne ça, donc la voie, promenade haute, les gradins où on peut s'asseoir, lire ou attendre, et puis la partie de la promenade basse, ici. Alors ça donne un ouvrage qu'on appelle la passerelle d'ailleurs, tout le temps. Peu de gens l'appellent le pont, sans doute parce qu'il n'y a pas de voiture dessus pour l'instant, mais avec le projet de Jean Nouvel, on peut s'imaginer qu'il y en aura beaucoup. Mais surtout, c'est parce que visuellement, il est très fin. Le caisson arrive jusque-là, donc si vous avez les garde-corps au-dessus, vous aurez eu tout à fait notre image. On a un ouvrage très très fin qui est tendu, par rapport au pont de Nantes, il manque les haubans, mais par cette astuce de garde-corps du niveau décalé, et ce qui permet donc d'avoir une image radicale, simplissime, une ligne tendue, et en même temps, quand le pont est en usage, avoir des sensations tout à fait particulières. Vous voyez que les gens sont posés sur le garde-corps. Cette image est encore plus saisissante. Donc j'aime bien cette idée d'avoir une ligne la plus simple possible et puis de décaler la vision de l'ouvrage et de le faire comprendre autrement. Voilà, avec c'est Renaud qui tournait une pub dessus au moment où on a fait des photos. Vous voyez que tout devient des objets, c'est comme des jouets. Et on a donc un rapport tout à fait différent au site. Alors vu depuis le Courseguin, le décollement donc de l'ouvrage, ici, et puis la partie creusée d'entrée au parking qui permet, comme je vous disais, de libérer tout cet espace et de pouvoir voir à travers. Donc la coupe, le parking, l'empochement qui permet de descendre dans le parking, d'amener de la lumière naturelle jusqu'en bas, et puis l'ouvrage qui est suspendu au-dessus. En coupe transversale, le dispositif d'accès qui permet de desservir tous les niveaux. Voilà une image de nuit de cet empochement. L'accès au parking, sous le pont. La grande transparence qui est entre donc, le plateau voiture, les accès, et puis la partie espace public au-dessus.
Et cette image pour dire que finalement, à travers un programme aussi simple qu'un parking et un pont, on peut générer des parcours et retrouver les dimensions essentielles, fondamentales du rapport au site. Là, on part de l'intérieur de la Terre, hein, puisqu'on est creusé dans un parking. On l'oublie souvent, mais là, le dispositif nous le fait sentir, pour finalement, progressivement, monter par les ascenseurs ou les escaliers, jusqu'à se retrouver quasiment suspendu, comme on l'a vu, dans le ciel au-dessus de la Seine. Donc c'est un parcours qui physiquement porte sens et qui en même temps, évidemment, règle tous les problèmes techniques de lien entre un pont très urbain dans un urbanisme très dense et puis un parking qui est dessous. Alors là, on revient à Nice, avec à peu près la même image que celle qu'Alain vous a montrée, un peu plus zoomée, pour dire rapidement que la ville, effectivement, est très dense, en fond de vallée, et quand il s'est agi de faire traverser le tramway qui partait de la partie nord ici, hein, la première ligne, et qui remontait ici, il y avait peu de terrain disponible pour pouvoir faire un centre de maintenance, qui était la commande d'origine. Et peu de terrain disponible, donc plusieurs hypothèses définies par une analyse technique, par la faisabilité technique, et puis finalement elle ne marchait pas très bien, et on a, en lien avec le maître d'ouvrage, évalué d'autres sites, et notamment un site qui paraissait tout à fait inadapté en haut, en bout de ligne, pour la construction d'un centre de maintenance, qui est cette partie-là. Alors on a beaucoup parlé des infrastructures comme lien, comme espace de lieu, d'échange, etc. Mais il ne faut pas oublier que les infrastructures aussi, lorsqu'elles sont pas bien dessinées ou inopportunes, ce sont des éléments de rupture fondamentale. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. La ville de Nice s'est développée avec une série de grands ensembles, pas trop mal foutus. D'ailleurs, c'est Carluc qui les a fait, Grand Prix de Rome. Et on voit la limite ici où la pente se raidit trop, qui est la limite d'urbanisation. Et puis est arrivé dans les années 70, voilà, un nœud autoroutier, ici, qui a complètement coupé cette partie de la ville. Là, il y a à peu près 8000 habitants sur cette zone, de la ville elle-même, plus urbanisée, plus urbaine en tous les cas. Et ce qui était intéressant, c'est que la faisabilité technique arrêtait la station terminus ici. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression de rentrer à Nice qu'une fois sorti de ce nœud autoroutier, une fois qu'on arrivait là. Donc voilà, la station terminus était positionnée là. Et nous, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire de tout ce délaissé qui est là. Il n'y a pas que la nature qui a horreur du vide, hein, la ville aussi. Là, il y a une usine électrique, une casse automobile. Il était prévu d'en faire une déchetterie. Il y avait des sortes de terrains vagues dans les délaissés qui ont été nécessaires pour construire ces infrastructures. Donc on s'est dit, on va peut-être pouvoir s'enrouler là-dedans et s'encastrer dans la montagne pour pouvoir mettre le centre de maintenance. Donc voilà le schéma. On passe juste sur le seul point de connexion possible sous le nœud autoroutier, hein, qui est là. Le tram arrive, passe dessous, s'enroule, et puis rentre avec l'atelier de maintenance et puis le remisage dans le terrain. Mais ce faisant, on faisait basculer le projet technique dans un projet urbain parce que la station terminus qui était là, on l'a ramenée ici, au pied des immeubles. Ah, c'est un peu vite. Voilà, donc vous voyez, vous avez une idée ici de la coupure. Hein, le tram aujourd'hui passe ici, sous l'ouvrage, donc le nœud autoroutier, la coupure nette, la ville, et puis là, autre chose que la ville, même si c'était de la ville avant. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, passer la station terminus de là à là était fondamental parce qu'elle permettait de relier directement tout le quartier et de venir recoudre tout ce lieu qui était un délaissé. Là-dessus, à partir du moment où le centre de maintenance fonctionnait, on a repensé le programme. On est en sortie d'autoroute, donc on a installé un parking relais. Il était idéalement placé, c'est-à-dire que vous arrivez là avec la politique à 1 euro, vous laissez votre voiture, vous prenez le tram et vous pouvez aller jusque dans l'arrière-pays avec 1 euro, puisqu'il y a un pôle d'échange bus. Donc ce sont des lieux comme ça qui fonctionnent. Enfin, la position était idéale pour un parking relais. On a ramené l'administration, les postes de commandement, des équipements sociaux et puis des commerces pour en faire un projet mixte du point de vue de la fonctionnalité. Voilà le nouveau schéma, donc le tramway, les autos qui viennent depuis l'autoroute ou qui captent toutes les collines pour pouvoir entrer dans le parking relais et aller en ville directement. Le plan, simplement pour vous montrer que ça ne s'est pas constitué du tout comme un projet d'architecture, mais comme un accompagnement des mouvements que le site pouvait accepter. Le mouvement des tramways, le mouvement des piétons, le mouvement des autos, le mouvement des bus.
On ne voit pas grand-chose, mais on imagine en roulement. Voilà, là, vous voyez peut-être mieux. Alors, la grande histoire, après, c'était comment on peut habiter un plat de spaghettis comme celui-là. Hein, parce que quand on voit ça, en vue aérienne, on n'est pas absolument certain que ça puisse fonctionner. Je vous rappelle le schéma. Hein, le tram passe ici, voilà. Station terminus ici. Il s'enroule et il re-rentre dans les ateliers là et dans le remisage ici, le poste de commandement et puis les terrasses ici plantées au pied des immeubles. La station terminus qui est ici, je vais vous en montrer des images. Pour bien replacer les choses, ça c'était une bretelle d'accès autoroutière. Hein. Donc on a rendu tout ce lieu-là complètement piéton. Alors autant il est complexe en plan, autant en coupe il est relativement simple. Il est constitué d'assises horizontales, comme les restants, c'est-à-dire ce que faisaient les paysans quand ils aplanissaient une pente, en mettant des horizontales, et qui relie chaque fois la connexion, la ville haute, la ville basse ici, les terrasses pour les parties hautes. Donc c'est un dispositif assez simple en coupe et complexe en plan. Voilà l'ouvrage qui permet de redéfinir des limites propres, claires, de mettre à l'abri les habitations du bruit de l'autoroute. Ça sert lorsqu'on entre, on sort de ville, de socle aux immeubles, ça redonne une échelle à tout ce lieu. La tour du PCC qui est dans l'axe de la rue et qui permet d'afficher la nouvelle activité de ce centre. Et puis là, voilà, tout cet espace-là, un espace public a été donné aux immeubles qu'ils n'avaient pas. Encore une fois, à la place d'une bretelle d'autoroute, hein, ici, avec les accès à la station terminus qui est dessous. Le socle qui constitue une série de belvédères, on va le voir sur 3 images tout à l'heure, qui est l'accès au parking relais à la tour. Voilà. Sous ce parvis se trouve la station terminus, avec donc les accès à la ville haute, disons, et la ville basse en bas. Voilà, là on descend en ville par une zone apaisée, sans passer sur l'autoroute pour rejoindre les commerces un peu plus bas. Et puis on a les systèmes de strates qui servent de belvédère. Là aussi le belvédère haut, ici, l'accès des trams. Je vais faire un zoom ici parce que là on a un nœud assez complexe où on a les tramways et les piétons sur une strate. Ici, dans cette grande poutre que vous voyez partir en biais, passent les autos pour être injectés dans le parking relais. Et dessus, on a le niveau de la ville qui est en connexion avec ce niveau-là. Ouais, enfin, la coupe n'est pas très lisible. Voilà, tramway, là, les autos et au-dessus, les piétons. Avec ici une transparence qui est importante pour nous, à nos yeux, avec avec les ateliers, c'est-à-dire que les regards peuvent s'échanger entre les traminots et les passagers. Il y a des regards croisés possibles et on montre tout le dispositif par transparence de maintenance des tramways. Depuis l'intérieur, on peut voir la gare terminus et les passagers. Ça, c'est de vue de l'intérieur du terminus. Donc on part avec un escalier sur la partie haute, tout en ayant chaque fois une lisibilité complète sur le projet, hein, sur toutes les strates du projet. Voilà, et là on accède progressivement au parvis haut, qui était l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. On va sur la ville haute, là, directement, depuis cet endroit. La mixité avec les voitures. Et on se décale progressivement sur le côté vers un belvédère qui donne à voir la mer et l'horizon en face de nous, avec une œuvre d'artiste d'Emmanuel Saunier, Je vis de l'eau. Donc dans le cœur du bâtiment, on a les couches techniques, hein, c'est donc une infrastructure technique qui existe avec les ateliers et le remisage. Au-dessus, les couches de parking et puis la terrasse qui est mise à disposition pour les immeubles aujourd'hui en haut. Donc ça c'est le remisage, les ateliers de maintenance avec la lumière naturelle qui arrive. Donc elle traverse le projet. Et quand on revient aux espaces pratiqués, voilà, on est dans les parkings là, qui sont des espaces lumineux, ouverts sur la vue. Et le projet sert de dispositif de cadrage de vue. Le dernier niveau est sous la forme d'une pergola en relation avec la colline qui est peu bâtie aujourd'hui. De là émerge la tour de contrôle avec une vue magnifique. Il y a pire pour travailler quand même, une vue sur Nice. Le dispositif creusé, on sent se mettre en place un lien entre cet axe, tout ce qui est bâti, la ville, et ce qui annonce la colline ici. Chose qui se vérifie, voilà, lorsqu'on est sur place, dans ce lieu. On a une relation immédiate entre l'horizon, l'infinité de l'horizon, et puis la colline qui est derrière. Pour donner un socle aux immeubles qui ont d'ailleurs été rénovés. Hein, il y a eu, je crois, 10 millions d'euros de rénovation sur ces immeubles.
isolation, amélioration de l'isolation acoustique, et voilà, à la place d'un trou et d'une déchetterie, ils ont ça aujourd'hui. Et on voit comment le dispositif d'horizontal, j'y tiens parce que c'est un dispositif essentiel de relation à la pente, il permet à la fois de relier les choses et puis de les mettre à distance. Vous avez vu que ça découpe les vues, ça permet de choper des horizons lointains tout en étant physiquement connecté aux strates. Voilà. Non, juste pour terminer sur le projet, sur ce lien, mais ce qui est intéressant ce qui nous a intéressé en tous les cas dans ce sujet, c'est que quand on est dans des échelles de projets comme ceux des transports, il y a souvent une unité de temps, de lieu et d'argent pour pouvoir construire les choses. Et on peut de nouveau repenser à cette sorte de mythe de pouvoir dessiner la ville complètement. Parce que là, c'est un projet qui brise les limites qu'il pouvait y avoir ou qu'il peut y avoir sur des projets traditionnels entre une infrastructure technique, une architecture, un paysage, un projet urbain. On a pu faire en relation étroite évidemment avec les ingénieurs, c'est toute une équipe complexe, mais on a pu faire une infrastructure, un projet d'architecture, un projet de paysage et un projet urbain dans le même projet. Et quand on dit projet urbain, c'est projet social, donc c'était pour nous essentiel de pouvoir le faire, et je crois que la mobilité et les transports sont un des lieux privilégiés pour pouvoir le faire. Voilà, je vous remercie.